The Irish immigration to New Caledonia remained largely unknown, with few achievers tracing the community. For this conference, Dr. Noemi Beck pressing the story of one Irish descendant, Marie Girard, born Allender, which illustrates the journey and integration of the Irish in this Pacific territory. Dr. Noemi Beck has been a visiting professor at the University of New Caledonia since 2021, specializing in British and Irish civilization. She has been dedicated a significant part of the work to the research, including academic qualification and research contribution. In addition to her work, Dr. Noemi Beck took an initiative to promote Celtic culture to a wider audience, such as her YouTube channels with Frédéric Armaneau and Guy Lilly. In 2024, she led a Franco-British symposium with the University of New Caledonia, bringing together experts to explore British culture, diaspora, and Celtic heritage. Noemi's commitment to Celtic culture and research is evident in her initiative addressing issues often overlooked. Je suis très heureuse, évidemment, de vous partager une partie de mes recherches sur les Irlandais qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, c'est une conférence que j'ai présentée en anglais l'année dernière au congrès de Liaison. Donc mes collègues australiens normalement la connaissent, donc j'ai quand même laissé le PowerPoint en anglais, mais je désirais faire cette conférence en français pour pouvoir m'adresser au public calédonien. Donc je vais vous raconter la vie assez incroyable de Mary Allender, qui est une Irlandaise catholique, qui s'est mariée en 1861 à Émile Louis Girard, qui était un protestant suisse. Et donc, ils se sont mariés à Nouméa. Donc, à cette époque, on reconstruit la vie d'une femme à travers la vie de son mari. Donc, je vais forcément vous parler beaucoup de Émile Girard. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une vie de 40 ans à travers 3 pays, dont les histoires, les cultures, les identités, mais aussi les environnements sont extrêmement différents, et c'est ce qui en fait la richesse. Alors, je vais commencer très rapidement par faire une introduction générale sur les Irlandais qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, c'est le Cercle généalogique de Nouvelle-Calédonie en 1898 qui a publié une quarantaine de noms de familles irlandais. Et à peu près, on compte à peu près 120 individus. Donc, je pense que vous connaissez tous le vitrail de Saint-Patrick dans la cathédrale de Saint-Joseph. On ne connaît pas grand-chose sur ce vitrail. On sait qu'il a été offert par la colonie des Irlandais de Nouméa aux environs de 1887 lors de la construction de la cathédrale. Alors, toujours intéressant de se pencher sur l'origine des Irlandais en Irlande. Donc, sur ces 120 individus, il y a quand même, faut quand même enlever 37 personnes sur lesquelles on ne connaît rien, où les sources sont très incertaines. Et puis, il y en a 19 qui sont nés en Australie et 2 autres ailleurs. Donc, il reste 61 individus. Donc, on peut voir que la plupart provenaient du comté de Dublin, du comté de Clare, et c'est de là d'où venait Mary Allender, du comté de Cork. Et donc, c'est assez logique, puisque c'est là où se situaient les ports. Sur ces 120 individus, la moitié étaient des femmes. Et sur ces 60 femmes, eh bien, plus de la moitié étaient célibataires lorsqu'elles sont arrivées en Nouvelle-Calédonie, et elles se sont mariées en Nouvelle-Calédonie. Alors oui, il y a aussi des jeunes filles qui sont arrivées avec leurs parents, mais il y a aussi des femmes célibataires qui sont venues, parfois pour trouver du travail. Elles étaient blanchiseuses, agricultrices, enseignantes, etc. Donc Mary Allender fait partie d'elle. Alors, je vais maintenant vous conter son histoire, tout d'abord en Nouvelle-Calédonie. Donc, lorsque j'ai démarré mes recherches, je n'avais que 2 documents et 3 données.
Donc je me suis dit que j'allais y passer 3 jours. Voilà, je me suis dit, enfin la plupart du temps, quand on a si peu d'informations, on ne trouve pas grand-chose malheureusement. Et les recherches que j'ai menées dans les archives de la Nouvelle-Calédonie, les archives australiennes et les archives irlandaises m'ont pris 4 mois. Ça a été une enquête incroyable qui m'a complètement fascinée au point de saouler ma famille avec ça. J'en rêvais même la nuit. Enfin, ça a été vraiment passionnant et je continue encore les recherches sur Émile Girard et Mary Hollander. Donc, qu'est-ce que j'avais pour démarrer mes recherches? J'avais le registre de mariage qui indiquait quand même qu'elle était née à Kilrush dans le County Clare. En 1841, la date, on le verra, est fausse puisque c'est plutôt... Enfin non, c'est pas plutôt. Elle est née début janvier 1840. Et j'avais son acte de décès qui indiquait qu'elle était morte à Wailu en 1880. Donc, Émile et Mary, ils se connaissaient depuis au moins fin 1860. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'ils se marient le 7 septembre 1861 à Nouméa, Mary Hollander est enceinte de 7-8 mois et elle donne naissance à leur premier enfant, à Louis-Amédée, le 3 octobre 1861. Et pour moi, ils ne se sont pas. Mary Hollander n'est pas venue seule à Nouméa. Elle a rencontré Émile Girard à Sydney. Pourquoi ? Parce que j'ai une source qui indique qu'en novembre 1860, lorsque sa petite sœur est morte noyée à Sydney, elle était encore à Sydney. Or, Émile Girard était un commerçant. J'ai des sources qui indiquent qu'il faisait des allers-retours pour ses affaires entre Sydney et Nouméa. Donc, pour moi, ils se sont rencontrés à Sydney et elle l'a suivi en Nouvelle-Calédonie. Donc, de 1860... Et Émile Girard, lui, il était déjà propriétaire à Nouméa. Avant 1860, il était propriétaire d'une maison rue Sébastopol. Donc de 1861 à 1870, ils vivent dans cette maison rue Sébastopol. Et puis en 1870, Émile Girard achète une maison en bois avec dépendance à John Higginson, le grand commerçant anglais d'origine irlandaise d'ailleurs. Et ils y vivent jusqu'en 1877. Puis après, on verra, ils partent habiter à Wailu. Donc, Émile Girard, lui, les sources décrivent qu'il est débitant, qu'il est commis de magasin à Nouméa et que dès 1867, il est souvent absent, c'est marqué dans les sources, parce qu'il est commis de commerce à Puebo et à Wegoa, donc dans le nord-est. Et je pense qu'il travaille avec Higginson, parce qu'ils se connaissent bien. Higginson est un de ses 4 témoins de mariage. Donc, lorsqu'ils vivent à Nouméa, ils ont 3 autres enfants. Donc, on a déjà parlé de Louis-Amédée. Ils ont Élise-Marie en 1865, je vais y arriver. Marie-France en 1872 et Émile Gaston-Édouard en 1877. Alors, j'ai trouvé aussi une source assez extraordinaire. C'est donc le 16 août 1865, il y a une fête qui est célébrée pour Napoléon III, et c'est les premières courses de chevaux en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est un article qui est publié dans le Moniteur en 1865, qui fait 5 pages, qui décrit cette célébration. Il décrit les tenues élégantes des spectateurs, les tentes qui sont montées pour les rafraîchissements. Il y a 60 cavaliers, il y a 5 courses différentes. Et là, je vois apparaître le nom d'Émile Girard, qui montait capitaine, qui est arrivé 3e à la course de trot. C'est un événement qui a eu un écho, en tout cas dans le Pacifique, puisque un mois après, l'événement est décrit dans The Empire.
Et on voit à nouveau apparaître le nom d'Émile Girard. Donc on peut imaginer Mary Lander, qui est alors enceinte de son deuxième enfant, dans les spectateurs soutenant son mari pendant la course. Donc selon moi, d'après le travail, les relations et les propriétés de Girard à Nouméa, on peut déduire que Mary et Émile avaient plutôt un bon niveau de vie à Nouméa, et Girard, même si j'ai pas trouvé de source à ce propos, faisait partie de cette bande de commerçants très connus à l'époque en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Alors, à partir de 1876 et jusqu'à 1880, lorsque Mary meurt et Émile, lui, meurt en 1901, eh bien, ils vivent à Waialou avec leurs 4 enfants. Et je me suis demandé, parce que Waialou, à cette époque-là, est très isolé. Hein, on ne pouvait y aller que par bateau. Il n'y avait que quelques Européens qui y vivaient. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Émile Girard et Mary Lander étaient allés s'installer là-bas alors qu'ils avaient leurs amis, leur travail, leurs enfants et leur maison à Nouméa. Alors cette date, 1876, correspond à une période de grands changements. Tout d'abord avec l'ouverture en 1875 de la mine de nickel Bel Air, qui appartient à John Higginson et qui occupe, c'est une très grosse mine, hein, elle occupe 70 ouvriers en juillet 1877. Et c'est cette ouverture de la mine de Bel Air qui entraîne la délimitation et le cantonnement en novembre 1876 des terres Kanak. Et Émile Girard connaissait bien la côte Est, hein, on l'a vu, il était commis de commerce dans le nord-est, et il avait aussi un baleinier, donc il pouvait se déplacer facilement. Donc une carte la première carte de Waialou établie par le service topographique en 1877 montre qu'il avait acheté de nombreuses parcelles que j'ai donc délimitées en rouge sur la carte, et donc dans la basse vallée de Waialou. Et on voit que les terres de Girard entourent la mine Bel Air que j'ai délimitée en vert. Donc il construit, donc ça c'est des photos des frères Dofty qui datent de la fin du 19e siècle. Donc il construit une maison en dessous du Fortin, sur la rive de la rivière de Waialou. Il construit aussi une ferme, un magasin, un restaurant et puis ensuite un hôtel. Et donc là, on voit... donc la photo est intitulée Waialou établissement Girard. Donc on ne peut pas se tromper. Et on voit voilà, sur la deuxième photo l'établissement Girard dans le fond. Donc son magasin approvisionnait la mine en nourriture, articles divers, outils, et assurait le bon fonctionnement de la mine. Et les provisions pouvaient être acheminées par bateau depuis le delta, où les baleiniers étaient amarrés, comme on peut le voir sur la troisième photo. Alors le restaurant de Girard était bien connu, puisque Jules Mauger, qui était un commis de la direction de l'intérieur, en parle dans son journal. Donc Jules Mauger, avant de rentrer en France, fait le tour de Calédonie et s'arrête à Waialou du 7 au 15 août. Et le 8 août 1878, il achète du tabac au magasin George Wright et il déjeune au restaurant de Girard, et il décrit plusieurs plats bien apprêtés, du bon vin, pour le prix, rien à critiquer. Il se borne à 3 francs par tête. Donc Mary, je l'ai dit, a habité avec ses 4 enfants donc pendant environ 3 ans, parce qu'elle rejoint Girard à partir de 1877 et elle meurt en 1880. Donc on peut l'imaginer aidant à la ferme, au restaurant, au magasin. Alors autre point, c'est la mort de Mary Lander qui m'a posé question, puisque elle meurt le 7 mars 1880 et la déclaration n'est faite que le 24 mars et Émile Girard n'était pas présent.
Donc pendant mes recherches, j'ai pu voir qu'en effet, Émile Girard n'était pas présent puisqu'il était à Sydney et il était en fait sur le retour. Il était sur le City of Melbourne à cette date-là. Et il y a eu un violent cyclone du 5 au 9 mars 1880. Donc je vous rappelle qu'elle est morte le 7 mars. Un très violent cyclone qui a dévasté plusieurs régions de la Calédonie, notamment Wailou, puisque plusieurs dépêches télégraphiques alarmantes en provenance de Wailou sont publiées dans le Moniteur et elles décrivent des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain et la destruction de nombreuses récoltes. Il semble donc plausible que Mary ait eu un accident pendant le cyclone. Et le fait que sa mort ait été déclarée 2 semaines après est finalement assez logique pendant cette période cyclonique, parce que le chef du 3e arrondissement devait s'occuper de choses plus importantes comme apporter aide et secours aux personnes touchées par le cyclone. Suite à la mort de Girard en 1901, c'est Maurice Linhart qui rachète la propriété, l'établissement Girard, en 1902. Donc ça, c'est une photo qui date de 1945. Vous y voyez la maison d'Émile Girard. Et sur l'autre photo, vous voyez la famille Linhart sur le perron de la maison de Mary Hollander et d'Émile Girard. Et le magasin Girard a été transformé en église protestante, en temple, et l'établissement Girard est devenu Doneva, en fait. Alors, quelle fut la vie de Mary Hollander avant la Nouvelle-Calédonie ? Et là, j'ai trouvé aussi tout un tas de sources assez incroyables. Donc Mary Hollander, elle a été baptisée à St. Senan's Chapel à Kilrush, dans le comté de Clare, donc dans le sud-ouest de l'Irlande, le 30 janvier 1840. Donc je pense qu'elle est née tout début janvier 1840. C'est la fille de Susan Carey et William Hollander. Elle est l'aînée d'une fratrie qui compte donc 2 frères et 3 sœurs. Et je pense que les Hollander étaient d'une famille de classe moyenne qui avait une vie assez confortable, puisque lui était propriétaire, il était agriculteur et il avait aussi une boucherie sur Market Square, tout comme son frère. Mais la grande famine, évidemment, passe par là. Il passe la grande famine donc à Kilrush. Le comté de Clare est l'un des comtés qui est le plus durement touché par la grande famine. Et la famille Hollander décide d'immigrer. Ils sont assistés par le gouvernement britannique pour partir en Australie. Donc, ils embarquent sur le Bijapur en octobre 1852 à Liverpool. Et après 3 mois de voyage, ils arrivent à Port Jackson, à Sydney. Il y a une fièvre qui se déclare sur le bateau. Il y a 5 semaines de quarantaine. Il y a 56 enfants qui meurent, dont leur petite fille, leur petite dernière, Hélène, qui avait 5 ans. Sur les registres d'immigration que vous voyez là, il est bien spécifié qu'ils ne rejoignent pas de famille. Donc on n'est pas dans le cas d'une immigration de chaîne. Ils arrivent à Sydney, ils ne connaissent absolument personne. Alors c'est une bien triste histoire pour la famille Hollander à Sydney. Susan, la maman, meurt 1 an après être arrivée. Et William Hollander, le père, lui, est emprisonné quelques mois après être arrivé. Et il est transféré dans différents hôpitaux psychiatriques où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Il est quand même mort à 81 ans. Il a passé 45 ans en hôpital psychiatrique. Donc
quand on regarde son medical case, on voit qu'il souffrait de troubles délirants, hein. Et à partir du moment où il est emprisonné, il n'a plus aucun contact avec sa famille et avec ses filles. Par exemple, dans l'acte de mariage de Émile Girard et de Mary Lander, il est spécifié que ses 2 parents sont morts. Voilà. Alors, les 3 filles se retrouvent seules. Mary a 13 ans, Julia a 11 ans, Margaret, elle a 9 ans, et elles se retrouvent orphelines dans une ville inconnue. Et c'est assez surprenant parce que leur nom apparaît dans les journaux de l'époque. Alors, assez régulièrement, il ne faut pas exagérer non plus, mais... Donc, Mary Lander, par exemple, elle est arrêtée pour avoir volé des vêtements, et puis elle est acquittée. Donc ça, c'est en août 1853, donc c'est juste après que son père soit incarcéré. Et sa sœur, Margaret, la plus petite, son nom apparaît assez régulièrement dans les journaux de l'époque. Donc je rappelle, hein, quand ses parents, quand elle se retrouve orpheline, elle n'a que 9-10 ans, et elle est épileptique, ce qui à l'époque à partir du moment où vous étiez épileptique, c'était une maladie peu connue, donc on vous envoyait en fait en hôpital psychiatrique, hein. Donc étant orpheline et étant épileptique, elle a aussi passé le reste de sa vie dans différentes institutions dont elle se sauvait très régulièrement, et à chaque fois elle était reprise et réenvoyée dans ces institutions. Donc on voit là par exemple dans le premier article de journal que j'ai sélectionné en 1959 qu'elle est arrêtée pour vagabondage, et donc le journal spécifie que c'est une orpheline et que personne ne s'occupe d'elle à part la police. Et en novembre 1860, un accident tragique lui arrive puisqu'elle se noie à Sydney, et qu'on retrouve son corps à Circular Quay. Il y a une enquête qui se déroule pendant 3 jours, et le résultat de l'enquête, c'est que c'est un accident, que justement, comme en fait, il retrouve ses chaussures. Donc, la police pense qu'en fait, elle se nettoyait les pieds et qu'elle est tombée, qu'elle a eu une crise d'épilepsie et qu'elle est tombée et qu'elle s'est noyée. Et il y a donc un autre article de journal qui spécifie que ses sœurs au pluriel, her sisters, étaient encore à Sydney à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de conférence que Mary Lander, à cette époque-là, était encore à Sydney. Donc une vie très difficile pour Mary Lander, comme beaucoup d'autres Irlandais à cette époque. Donc elle a vécu la grande famine, elle a vécu la migration, perdu quand même pratiquement... Alors je n'ai absolument rien trouvé sur la dernière sœur, mais elle a perdu tous les membres de sa famille, hein, avec qui elle avait migré. Et puis elle vit une véritable vie... de destitution dans la rue, hein, pendant cette époque à Sydney. Et puis elle rencontre Émile Girard, elle part en Nouvelle-Calédonie, et puis c'est une nouvelle aventure qui démarre pour elle. Voilà. Alors pour terminer, c'est vrai que je travaille toujours, je complète mes recherches dans les archives, dans l'histoire écrite, avec des entretiens auprès des descendants afin de récolter l'histoire orale. Et puis les familles ont souvent aussi des archives personnelles qui ne sont pas dans les archives de la Nouvelle-Calédonie. Mais concernant la famille Girard, qui n'a absolument rien à voir avec les Girard de Vaud, hein, donc le Girard de Wailou, eh bien, comme vous pouvez voir, les 4 enfants en fait, sont partis de Calédonie. Ils se sont installés soit en Australie, soit en France. Donc j'ai réussi à continuer un petit peu la descendance, puis après je perds le fil. Et la généalogie, ça fait pas partie de mon travail en fait. Je suis pas du tout experte là-dedans, et ce n'est pas, la généalogie en fait qui m'intéresse, c'est vraiment le reconstruire à partir des archives
écrite et à partir de l'histoire orale. Voilà, je vous remercie beaucoup.